Je m'appelle Fernando Reimers et je suis professeur d'éducation internationale à l'Université de Harvard. J'apprécie cette invitation d'UNESCO à ce séminaire pour discuter de la manière dont la préparation des enseignants peut soutenir la formation des citoyens du monde. Je vais présenter quelques idées basées sur mes recherches sur l'éducation à la citoyenneté mondiale qui, je l'espère, vous seront utiles pour vos besoins de formation d'un réseau d'institutions de formation des enseignants qui collaborent à l'élaboration de programmes de formation permettant de développer les capacités des enseignants pour éduquer ces étudiants en tant que citoyens du monde. Alors, je vais montrer, voilà. Alors, voilà. Il y a 5 ans, les gouvernements réunis à l'Assemblée générale des Nations unies ont adopté un accord pour guider les efforts de développement dans les prochaines années, les objectifs de développement durable, qui présentent une vision interne et durable du monde. L'objectif 4 est une éducation de qualité pour tous et l'objectif 4.7 précise les compétences que les élèves doivent acquérir pour faire progresser la réalisation d'autres objectifs. Voyez, veuillez à ce que tous les élèves acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation au développement durable et au mode de vie durable, aux droits de l'homme, à l'égalité des sexes, à la promotion d'une culture de paix et de non-violence, à la citoyenneté mondiale et à l'appréciation de la diversité culturelle et à la contribution de la culture au développement durable. L'idée d'éduquer les étudiants en tant que citoyens du monde remonte en quelque sorte à la Déclaration même des droits de l'homme, adoptée lors de l'Assemblée générale des Nations unies en 1948, dont l'article 26 propose l'éducation en tant que le droit de l'homme. Le deuxième paragraphe de l'article 26 souligne l'importance du développement global des étudiants dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ce livre récent, et que vous pouvez obtenir gratuitement dans le lien au bas de l'image, je rends compte du rôle important que l'UNESCO a joué dans l'avancement d'une vision d'éducation pour le développement des compétences qui fera avancer une vision humaniste qui reflète le respect des droits de l'homme et qui permet le développement durable. Lorsque le 11 mars de cette année, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le Covid comme une pandémie, cela a interrompu le développement de la plupart de nos activités, non seulement en raison de l'impact de la pandémie sur la santé, mais aussi en raison de son impact économique, éducatif et sur notre mode de vie et nos lieux tout entiers. L'un des risques auxquels nous sommes confrontés est que la pandémie perturbe nos efforts pour faire progresser la construction de ce monde important et durable qui décrit les objectifs de développement durable. Mais perturber ces efforts serait une grave erreur parce que la pandémie a mis en évidence de nombreuses vulnérabilités et accentué certaines crises avec énorme impact négatif sur le bien-être humain. Comme le secrétaire général des Nations unies l'a bien signalé, la pandémie est plus qu'une crise sanitaire. Il s'agit d'une crise économique, d'une crise humanitaire, d'une crise sécuritaire et d'une crise des droits de l'homme. Elle nous a affectés en tant qu'individus, en tant que famille et en tant que société. La crise a mis en évidence la fragilité au sein et entre les nations. Il n'est pas exagéré de laisser entendre que notre réponse impliquera de refaire et de réinventer les mêmes structures des sociétés et la manière dont les pays coopèrent pour le bien commun. Pour sortir de cette crise, il faudra une approche de toutes les sociétés, de l'ensemble du gouvernement et du monde entier, animée par la compassion et la solidarité.
Pour relever le défi de mieux construire, de construire une renaissance après la pandémie, il est essentiel de développer les capacités des enseignants à éduquer efficacement leurs élèves avec les compétences nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable. C'est pourquoi ce réseau que vous avez formé est si important en cette nuit sombre que la pandémie a créée. La raison pour laquelle il est ambitieux de préparer les enseignants à éduquer des citoyens du monde est parce que la recherche sur les moyens de serrer et d'enseigner dans de nombreux pays à travers le monde est encore loin d'offrir aux étudiants une éducation complète qui développe le large ensemble de capacités pour devenir des architectes de leur propre vie et les gens avec la capacité d'améliorer les communautés dont ils font partie. Dans cette feuille, vous pouvez voir les résultats d'une enquête administrée par l'OCDE auprès des jeunes de 15 ans, l'enquête PISA, demandant aux gens s'ils sont satisfaits de leur vie. Bien que la plupart des jeunes de différents pays répondent que s'ils sont satisfaits, il y a un pourcentage très élevé qu'ils ne sont pas. Cela devrait nous faire nous demander si l'éducation qui ne permet pas aux jeunes de développer une vie épanouissante est un échec. Dans la même enquête, PISA, on a demandé aux gens s'ils avaient été victimes de leurs compagnons. Il est inquiétant de voir les niveaux élevés de jeunes qui indiquent qu'ils ont été maltraités à l'école. Ces mauvais résultats des jeunes qui n'ont pas le sang d'humain, qui sont harcelés par leurs compagnons, qui sont mécontents, ont voir avec la façon dont ils enseignants leur montrent. Dans une autre enquête, également administrée par l'OCDE aux enseignants, les réponses des enseignants montrent qu'ils utilisent beaucoup plus de pédagogie centaines sur les enseignants, la transmission des connaissances, mais pas les pédagogies qui stimulent l'agence de l'élève, qui favorisent le travail d'équipe, qui permet aux élèves de résoudre les défis. Par exemple, cette feuille montre le pourcentage d'enseignants indiquant que quand ils sont une fois lents, ils ont une synthèse que vous avez apprise récemment, ce qui est une bonne pratique et ce que la plupart des enseignants font. Ils résument ce que les étudiants ont appris récemment quand ils présentent des sujets nouveaux. De même, la plupart des professeurs indiquent qu'ils communiquent à leurs étudiants leurs objectifs d'enseignement au début de chaque classe, ce qui est aussi une bonne pratique. Aussi, la plupart des enseignants vous expliquent les élèves à ce qu'ils attendent d'apprendre dans chaque leçon. Ils expliquent ce qu'ils espèrent que les étudiants vont apprendre. Les enseignants expliquent également à leurs élèves la relation entre les sujets nouveaux et les sujets déjà appris. Mais regardez, les choses changent lorsque les questions aux enseignants se réfèrent à l'utilisation de pédagogies qui favorisent l'activation cognitive. Lorsque vous avez demandé aux enseignants s'ils avaient donné à leurs élèves des problèmes qui n'avaient pas de solution simple et évidente, le pourcentage qui déclare que ça diminue considérablement. Il y a une grande variation aussi entre les pays. Vous voyez, à la République tchèque, il y a 10% des enseignants qui donnent aux élèves des problèmes sont la solution évidente. À l'Austrie, à la Lituanie, au Japon, c'est aussi 10%. De même, lorsqu'ils demandent aux enseignants s'ils donnent à leurs élèves des tâches qui nécessitent une pensée critique, le pourcentage d'enseignants qui répondent que si, elle diminue. Il y a une grande variation aussi entre pays. Vous voyez, au Japon, c'est uniquement 10% des professeurs, des enseignants qui donnent à leurs élèves des tâches qui nécessitent une pensée critique. Il y a également une grande variation entre les pays dans l'affectation des étudiants pour résoudre les problèmes d'un petit groupe. Il y a aussi beaucoup de variations entre les pays en laissant les mêmes étudiants décider comment résoudre les problèmes. De même, il y a beaucoup de différences entre les pays en ce qui concerne l'octroi des tâches aux étudiants qui nécessitent au moins une semaine pour être résolus. Alors, je voudrais suggérer
que les objectifs de développement durable sont une occasion unique d'élaborer des programmes d'études et de pédagogie qui favorisent une activation cognitive élevée et le développement de l'ensemble large des compétences dont les étudiants ont besoin pour être des citoyens du monde. Je ne veux pas dire enseigner aux étudiants les objectifs du développement durable eux-mêmes, mais utiliser ces objectifs comme point de référence pour développer un profil de diplôme secondaire en précisant quelles compétences contribueront à la réalisation d'un monde sans pauvreté, sans faim, avec accueil pour tous, avec égalité entre les sexes, etc. Alors, j'ai développé 3 programmes d'études de cette façon, qui sont traduits en plusieurs langues et sont utilisés dans des milliers d'écoles dans divers pays à travers le monde. Je vais me référer à 2 d'entre eux. Le premier est le Course du monde, un programme qui comprend 350 unités et va de la maternelle à la dernière année de l'école secondaire. Pour développer le cours mondial, j'ai utilisé les principes suivants. Le cours est basé sur des résultats, est basé sur des projets. L'accent est mis sur la pratique, sur l'apprentissage actif. Il y a les buts, ce sont le développement des connaissances, des compétences et des attitudes. Il y a des questions annuelles cohérentes, des unités interdisciplinaires. Il y a beaucoup de nouvelles connaissances et contenus. Le but du cours mondial, c'est développer l'agence des étudiants, la capacité, le désir de faire une différence sur le monde, l'initiative, le leadership. Les 350 unités du cours mondial permettent aux étudiants d'apprendre de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. L'idée, c'est de développer un esprit d'entreprise et d'innovation. Il y a beaucoup de connexions entre l'école et la communauté. Les parents et la communauté sont vus comme des ressources pour l'apprentissage. L'accent est mis sur le développement des compétences analytiques et de résolution des problèmes. La curiosité, l'exploration, l'observation, l'analyse, la recherche, l'écriture, la présentation, l'invention. Les défis mondiaux sont une priorité et aussi les objectifs de développement soutenable et les droits de l'homme. Il y a beaucoup de connexions globales et locales dans cette 350 unités. Le cours mondial engage les étudiants avec des problèmes complexes qui n'ont pas de solution de réponse facile. Le cours est approprié à l'âge des étudiants, mais n'est pas infantilisateur. Les unités prendre les étudiants d'une compréhension personnelle et immédiate à une compréhension plus avancée et conceptuelle. La première étape dans le développement du cours mondial a été de développer un cadre de compétences du diplôme du cours que nous avons regroupé en compétences interculturelles, connaissances et compétences et les habitudes de travail et d'esprit. Alors, la compétence interculturelle, elle comprenne des compétences interpersonnelles, intrapersonnelles et de l'éthique. Les connaissances et les compétences, elles compris des connaissances de l'économie, du commerce, de la démographie, de la culture, de la politique comparée, de sciences, technologies, innovation, de la santé publique, de la démographie et des affaires, entrepreneuriat et entrepreneuriat social. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, les capacités interpersonnelles, les compétences interpersonnelles. Elles comprisent des compétences comme l'étudiant est capable de reconnaître et de peser diverses perspectives culturelles. Il comprend sa propre identité, ainsi que l'identité des autres, et comme les autres cultures façonnent sa propre identité, la nôtre où nous sommes en place et en temps. L'étudiant apprendra à fonctionner de manière productive et de diriger efficacement des équipes interculturelles, y compris des équipes réparties dans toutes les zones géographiques grâce à l'utilisation des technologies de télécommunication. L'étudiant est capable de montrer de l'empathie envers des autres personnes d'origine culturelle diverse.
L'étudiant comprendre et apprécier la variation culturelle dans les règles d'étiquette de base et savoir trouver des normes appropriées pour des environnements spécifiques. Alors, je vais vous donner un exemple de compétences intrapersonnelles. Alors, l'étudiant est curieux sur les questions mondiales et les cultures du monde. Il peut reconnaître les préjugés culturels, civilisateurs, religieux ou éthiques et a les compétences nécessaires pour minimiser les effets du préjugé sur la dynamique intergroupée. Et l'étudiant est un expert en négociation, médiation et résolution de conflits. Alors, des exemples de compétences éthiques. Les étudiants peuvent interagir avec des personnes d'origine culturelle diverses en faisant preuve d'humilité, de respect, de réciprocité, d'intégrité. L'étudiant comprend le rôle de la confiance dans le soutien des institutions mondiales et reconnaît les moyens de briser la confiance ou la corruption institutionnelle et ses causes. L'étudiant peut apprécier les cadres éthiques dans divers systèmes religieux. Il reconnaît les valeurs communes et l'humanité commune à travers les courants de la civilisation. Je vais vous donner un exemple des compétences de connaissance au sujet de l'économie, commerce et la démographie. L'étudiant connaît les théories du développement économique et comme elles expliquent les différentes étages de développement économique des nations, de la pauvreté, de l'inégalité. L'étudiant découvre quelles institutions réglementent le commerce mondial et lesquelles travaillent en favorisant le développement international. L'étudiant connaît bien la littérature contemporaine sur l'efficacité et les limites de ces institutions. Des exemples de la connaissance et les compétences, l'étudiant connaît l'histoire et la géographie du monde avec une attention particulière au rôle de la mondialisation dans le changement culturel. Les connaissances historiques comportent plusieurs perspectives dans le rôle des citoyens ordinaires dans l'histoire. De connaissances de la géographie du monde, l'étudiant connaît différentes régions du monde et ce qui amène et ce qui les amène et quelles différences existent. Comme les personnes ont changé la géographie, l'étudiant connaît les religions du monde, l'histoire et les points de contact entre les civilisations au fil du temps. Exemple de connaissances de gouvernement comparé, de la politique. L'étudiant connaît le gouvernement comparé, comment le gouvernement fonctionne-t-il dans différentes sociétés, les principales institutions internationales et leur rôle dans la configuration des affaires mondiales. Les défis mondiaux contemporains en interaction avec l'environnement humain, les sources de ce défi, les options pour y faire face et le rôle des institutions mondiales dans la résolution de ce défi. Et finalement, les habitudes de travail et d'esprit. Alors, l'étudiant peut démontrer la capacité d'innovation et de créativité en aidant à formuler des solutions aux défis mondiaux et à tirer parti des opportunités mondiales. Il est capable de rechercher et identifier les meilleures pratiques mondiales et le transférer dans des contextes géographiques, disciplinaires et professionnels différents. L'étudiant peut identifier différentes perspectives culturelles pour réfléchir aux problèmes. L'étudiant comprend le processus de changement culturel et qu'il y a des variations individuelles au sein des groupes culturels. Alors, essentiellement, ce que j'ai fait dans l'élaboration du cours mondial a été de traduire les objectifs de développement durable en compétences d'un diplôme du cours mondial. Et puis, j'ai utilisé ce profil, ces compétences pour désigner les 350 unités qui constituent le cours. Mais le cours du monde est un cours difficile d'enseigner. Il nécessite une préparation élevée de la part des enseignants. Alors, j'ai élaboré une version plus simple de celui-ci, qui reflète les mêmes principes, mais ne nécessiterait que 5 leçons par année, de la première à la 12e année. Dans ce livre, je présente 3 outils. Un protocole pour la conception et l'adaptation du programme de citoyenneté mondiale à partir des objectifs de développement durable,
un protocole pour la conception d'une stratégie à l'échelle de l'école pour l'éducation mondiale, et finalement un prototype, un exemple de programme d'un cours mondial, un programme de 60 leçons de citoyenneté mondiale développé à la suite du processus présenté dans le livre. L'un de ces outils est un protocole pour développer un projet de changement de culture scolaire, et y compris créer une équipe de direction, puis développer une vision à long terme en étudiant les objectifs de développement durable, la Déclaration des droits humains. À partir de cela, développer un cadre de connaissances, de compétences et de dispositions, comme j'ai fait dans ce livre ici. Après auditer des programmes et des études existantes à l'école, concevoir un prototype de changement, d'innovation, communiquer la vision, le cadre et le prototype, puis décider et élaborer un plan de mise en œuvre, identifier les ressources nécessaires, élaborer un cadre pour surveiller la mise en œuvre, développer une stratégie de communication, concevoir une stratégie de développement professionnel pour les enseignants, courir, évaluer, et puis commencer encore. De cette façon, les écoles qui suivent ce processus poursuivront un processus d'amélioration continue de leur capacité à éduquer les étudiants comme des citoyens du monde, d'apprendre de leur propre expérience scolaire et de perfectionner le programme d'études et les capacités pédagogiques progressivement chaque année. Ce que les deux livres que je vous ai montrés offrent est une méthodologie pour rendre visibles les deux hypothèses qui sous-tendent chaque programme d'études. Si nous montrons aux élèves qu'ils apprendront, puis si nous montrons aux élèves une leçon A, ils vont apprendre B. Et si les élèves apprennent B, ils obtiendront les résultats suivants C. Les programmes que j'ai élaborés rendent ces deux hypothèses visibles. Ils permettent ainsi à un réseau d'écoles de collaborer et d'apprendre ensemble. Ainsi, dans un réseau de 6 écoles, par exemple, chaque école acquiert 6 ans d'expérience chaque année. Et cela augmente de façon considérable, de façon exponentielle, le cycle d'apprentissage et d'innovation. Ce livre, publié en mars de l'année 2020, fournit un cadre pour transformer la culture d'une institution, d'une école ou d'un système éducatif afin qu'il puisse éduquer de manière globale les citoyens du monde. Le livre peut être obtenu gratuitement dans l'adresse que vous voyez à l'image. Dans ce livre, j'explique que la transformation d'un système d'éducation nécessite de 5 perspectives. Chacun de ces perspectives éclaire des aspects spécifiques du processus de changement et ensemble, les 5, ils offrent une vue plus complète et plus lourde du processus du change. Ces perspectives sont une perspective culturelle, psychologique, professionnelle, institutionnelle et politique. Ce qui permet l'adoption de ces 5 perspectives pour gérer le processus de changement éducatif, c'est d'amener la zone d'éducation mondiale à passer d'une question qui ne se produit que dans le contexte d'une matière et d'une salle de classe à quelque chose qui se produit dans toute l'institution scolaire, dans toute la culture scolaire. Dans ce stratifié, j'ai représenté comment l'expérience de l'apprentissage s'est produite dans une série d'espaces intégrés les uns aux autres. L'espace le plus à côté de l'expérience immédiate des élèves est le travail en classe dans le contexte d'un sujet, ce qui à son tour est intégré dans le département académique auquel le professeur appartient. Les départements sont intégrés dans l'école. Et à son tour, les écoles sont intégrées dans un quartier. Alors, dans ce livre,
dans lequel je passe en revue beaucoup de recherches et de pratiques sur l'éducation des citoyens du monde, je trouve que de nombreux efforts sont limités à la salle de classe. Ils sont modestes. Ils sont comme mettre des autocollants sur une porte de réfrigérateur. Ils ont de la valeur, sans doute, mais leur impact n'est pas durable. Alors, ce que je propose dans le livre, c'est d'attendre ces efforts pour couvrir l'ensemble du système, l'école et le système dans lequel l'école est intégrée. La première perspective, la perspective culturelle, rend compte de la relation entre les pratiques scolaires et les normes sociales et des valeurs de la société dans laquelle l'école est inserte. Il est important qu'il y ait un bon alignement entre ceux-ci. Ces normes sociales définissent le domaine d'acceptation de ce qui est possible dans l'éducation mondiale. Cela ne veut pas dire que le programme d'études ne peut pas défier les normes existantes, mais il doit faire avec habileté, avec attention. Aucun programme d'études ne durera si vous dépassez les attentes de la communauté. La deuxième perspective, la perspective psychologique, est d'utiliser les connaissances scientifiques approfondies disponibles sur la façon dont les élèves et les enseignants apprennent. Par exemple, ces deux livres, publiés par la National Academy of Sciences des États-Unis, résument plusieurs décennies de recherches sur les sciences de l'apprentissage. La troisième perspective met en lumière l'importance de développer les compétences professionnelles qui permettent d'enseigner d'une manière nouvelle. La quatrième perspective donne un compte rendu de l'institution éducative comme un système avec plusieurs composantes qui doivent être constamment alignées. Et finalement, la cinquième perspective reconnaît que l'école et le système d'éducation touchent les intérêts de nombreuses personnes et groupes et que chacun d'eux a une vision de ce que les objectifs de l'éducation devraient être. Il est essentiel d'identifier ces intérêts et de renforcer le plus grand soutien possible à un projet d'éducation des citoyens mondiaux. Maintenant, je vais partager quelques idées sur la façon de former les enseignants efficacement. Ces idées sont le résultat de mon travail sur l'initiative mondiale d'innovation éducative que je dirige à Harvard. Nos objectifs sont les suivants. Faire progresser la compréhension de la façon dont les dirigeants, les leaders et les praticiens de l'éducation, les enseignants, dans divers systèmes éducatifs, définissent et pratiquent l'enseignement et l'apprentissage qui sont pertinents pour le siècle XXI, pour soutenir les écoles publiques, pour donner aux élèves les moyens de prospérer. Nous avançons ces objectifs à travers de trois activités connectées. La première, on étudie des programmes et des pratiques éducatives pour éduquer des étudiants d'une forme intégrale, d'une manière intégrale. Deuxièmement, nous promouvons le dialogue et l'apprentissage entre les responsables de la formulation de politiques éducatives, des dirigeants, des professionnels et des chercheurs à des fins éducatives au siècle XXI. Et finalement, on élabore des outils comme ces programmes, comme ces courses, pour soutenir des pratiques éducatives efficaces pour éduquer l'enfant tout entier. Nous avons publié 8 livres sur lesquels qui comprennent des études sur les programmes d'études, les pédagogies, la formation des enseignants, la réforme, qui permettent aux étudiants d'être pleinement éduqués en tant que citoyens du monde. Nous menons également des dialogues éclairs, des efforts pour développer une vision partagée entre les éducateurs et qui rendent visibles les connaissances acquises grâce à l'innovation. Par exemple, le livre Lettre à un nouveau ministre de l'Éducation comprend les leçons apprises par plusieurs ministres qui ont dirigé des réformes de l'éducation visant à élargir les objectifs du programme d'études pour former pleinement les élèves.
Enfin, nous avons développé des outils pratiques pour soutenir la pratique des enseignants. Alors maintenant, je vais parler à ce livre ici, qui présente les résultats d'une étude de 7 programmes de formation des enseignants dans plusieurs pays qui ont réussi à développer les capacités pédagogiques des enseignants pour éduquer pleinement aux élèves. Les programmes ont été un programme d'enseignance de la science au Chili, le programme Escuela Activa Urbana à la Colombie, un programme au Mexique, le programme UNET, le programme de formation de dirigeants écolaires à Singapour, un programme d'innovation au district scolaire de Qingyang, à la Chine, le programme Dream and Dream à l'Indie et le programme aux États-Unis Expeditionary Learning. Nous avons étudié chacun de ces programmes pendant 2 ans, puis nous avons constaté qu'est-ce qu'ils en avaient tous en commun. Et je vais présenter à des grands coups ces caractéristiques communes de ces programmes. La première, c'est que ces programmes de perfectionnement professionnel reflètent une conception des apprentissages des adultes qui les considèrent comme socialement situés à l'école et répondant aux besoins actuels des enseignants en matière d'apprentissage. Cette forme de perfectionnement professionnel implique des possibilités durables et étendues pour les enseignants de renforcer leurs capacités souvent prolongées sur une année complète, une année scolaire entière ou couvrant plusieurs années scolaires. Les modalités de perfectionnement professionnel examinées dans ce livre sont variées. Elles comprennent de l'étude indépendante, de nouveaux documents, des discussions avec des pairs et d'autres personnes, le coaching individuel ou collectif, les démonstrations de nouvelles pratiques, des projets de recherche indépendants et des possibilités de réflexion. Les programmes qu'on a étudiés aussi couvrent un mélange de capacités qui comprise un large accent sur l'aide aux élèves à développer des capacités particulières à une identification très granulaire de pédagogie et de pratiques pédagogiques particulières qui peuvent aider aux élèves à acquérir ces compétences. Les programmes d'études de ces divers programmes reflètent aussi une vision de l'apprentissage qui comprend les compétences cognitives dans l'interaction avec les dispositions et les compétences socio-émotionnelles. Le perfectionnement professionnel comprend l'exposition à des routines visibles, des protocoles et des pratiques pédagogiques où les enseignants voient dans la pratique de nouvelles formes d'enseignement ou d'évaluation. Ces programmes reposent sur un mélange de possibilités d'apprentissage situées dans le contexte des écoles où les enseignants travaillent. Afin d'appuyer les activités intensives et soutenues de perfectionnement professionnel que ces divers programmes font progresser, les organismes responsables établissent une gamme de partenariats avec des établissements autres qui, à l'extérieur des écoles, fournissent divers types de ressources pour aider à l'école. Ces programmes considèrent que la pratique des enseignants est située dans des organisations et des contextes scolaires spécifiques et adoptent en général une approche pense de l'école, de changer la culture scolaire toute, plutôt que d'aider les enseignants individuellement à accroître leurs capacités. Ces programmes développent tous des capacités parmi les enseignants pour faire progresser les pédagogies dans le but de développer des compétences qui ne sont pas officiellement évaluées dans le système scolaire. Et les organisations qui appuient ces divers programmes modélisent elles-mêmes une orientation d'apprentissage. Finalement, je vais parler à ce livre ici. Dans cette deuxième étude, nous avons suivi une méthode similaire pour étudier 6 programmes à plus grande échelle, dont 3 programmes sont programmes nationaux. Ces programmes sont un programme pour soutenir l'enseignement des mathématiques pour la maîtrise à l'Angleterre, un programme pour appuyer les enseignants dans l'apprentissage à la Colombie, des politiques de professionnalisation des enseignants dans le contexte de la réforme de l'éducation au Mexique, et puis 3 programmes
qui ne sont pas un programme national. Un programme pour renforcer la capacité des enseignants à la Telangana Social Welfare Residential Education Institution Society à l'Indie. Un programme pour réformer des écoles de la nouvelle génération à la Cambodgie et un programme dans le district scolaire de Burlington à Massachusetts aux États-Unis. La plupart de ces programmes-ci reflètent une conception de l'apprentissage des adultes qui les considèrent comme socialement suités et répondant aux besoins actuels des enseignants pour l'apprentissage. Les 3 programmes nationaux reconnaissent la nature socialement située du perfectionnement professionnel en offrant des possibilités d'adaptation locale et de formation intégrée à l'emploi dans ce qui est par ailleurs un programme de développement assez ciblé. En revanche, les programmes axés sur le petit réseau d'écoles mettent l'accent sur les besoins plus larges pour les enseignants, mais reflètent également une vision qui considère l'apprentissage des enseignants comme socialement situé. Tous les programmes qu'on a étudiés dans cette étude impliquent des possibilités soutenues et étendues pour les enseignants de renforcer leurs capacités, prolongeant souvent toute une année scolaire et s'entendant souvent sur plusieurs années scolaires. Le contenu se concentre sur les matières, la participation collective des enseignants d'une même école, l'apprentissage actif pour les enseignants, la longue durée et la cohérence avec les objectifs des politiques éducatives qui les soutiennent. L'intensité et la fréquence de ces multiples possibilités de perfectionnement professionnel sont plus importantes pour les programmes de moindre envergure à Telangana, à la Cambodgie et à Burlington aux États-Unis. La grande échelle des programmes à l'Angleterre et à la Colombie offre des possibilités plus limitées aux enseignants et ont une orientation plus étroite, plus focalisée. Les modalités de perfectionnement professionnel sont variées. Elles comprennent de l'étude indépendante, de nouveaux documents, des livres, des discussions avec des pairs et d'autres personnes, des coachings individuels ou de groupes, des démonstrations de nouvelles pratiques, des projets de recherche indépendants, des possibilités de réflexion. Ça, c'est moins clairement le cas pour les 3 programmes nationaux à l'Angleterre, à la Colombie et au Mexique que pour les programmes plus ciblés de Telangana, la Cambodgie et à Burlington aux États-Unis. Aucune des réformes examinées dans ce livre ne semble être fondée sur une théorie de la façon dont le système éducatif change. Les programmes d'études des programmes examinés couvrent-ils un mélange de capacités, une grande mélange de capacités allant de large accent sur l'aide aux élèves pour développer des capacités spécifiques à une identification très granulaire des pédagogies et de pratiques pédagogiques particulières qui peuvent aider les élèves à acquérir ces compétences. Cela n'est visible que dans les 3 programmes qui se déroulent dans des réseaux plus ciblés des écoles à Telangana, à l'Indie, à la Cambodgie et à Burlington aux États-Unis, mais pas dans les programmes nationaux à l'Angleterre, à la Colombie et au Mexique. Tous les programmes examinés dans ce livre reflètent une expansion des ambitions des objectifs du programme des études, mais pas nécessairement une conception large des objectifs, y compris les compétences cognitives et socio-émotionnelles. Angleterre et la Colombie, l'accent est décidément mis sur les compétences cognitives. Au Mexique, il y a aussi un ensemble ambitieux d'objectifs de programme des études, mais il n'a pas été immédiatement mis en œuvre, en grande partie en raison de discontinuité politique, mais peut-être aussi en raison de la complexité de l'élaboration d'une stratégie de mise en œuvre à grande échelle et d'une stratégie de communication efficace pour la mettre en œuvre. Telangana et Burlington mettent l'accent sur une gamme de compétences cognitives et socio-émotionnelles et la Cambodgie aussi reflète un ensemble plus large et plus profond d'objectifs cognitifs. Alors, il y a dans ces programmes une exposition à des routines visibles, des protocoles, de pratiques pédagogiques. Il est clair que le cas dans le programme de maîtrise en mathématiques à l'Angleterre et à Todos a Aprender à la Colombie, où les manuels offraient une structure claire et une attention particulière au perfectionnement professionnel et dans le développement professionnel offert dans certaines matières dans le programme des pensionnats à Telangana.
En outre, la planification et le suivi des leçons et la rétroaction spécifique étaient les caractéristiques importantes des programmes nationaux à la Colombie et à l'Angleterre. Au Mexique, avec une longue tradition de manuels nationaux et de ressources pédagogiques, plusieurs publications ont été produites pour guider les enseignants dans la compréhension des objectifs du nouveau programme d'études et pour suggérer des activités pour la mettre en œuvre. Burlington, aux États-Unis, a utilisé diverses ressources, en particulier des ressources évaluatives pour aider les enseignants à élaborer des objectifs précis en matière d'enseignement et de développement. La Cambodge s'est engagée dans la planification structurée du cheminement de carrière, établissant et surveillant ses propres objectifs de perfectionnement professionnel avec le soutien d'un mentor. Il y a un mélange d'opportunités d'apprentissage dans le contexte des écoles à tous ces programmes ici, en particulier dans les trois programmes axés sur les réseaux des écoles. Les programmes nationaux sont plus restreints. Il y a beaucoup de partenariats. Les programmes nationaux en Angleterre, à la Colombie et au Mexique ont un gouvernement décidé et l'accent de haut en bas avec des possibilités limitées pour établir des partenariats institutionnels entre les écoles et d'autres organisations. Dans le cas de la Colombie, cependant, la création du programme a bénéficié du leadership d'une organisation de défense des droits dans la société civile. Telangana et Burlington illustrent le développement de tels partenariats pour améliorer la capacité de l'école, tout comme les programmes des écoles de la nouvelle génération à la Cambodge. Il y a une approche de l'école entière, de changer l'école entière. Tous ces programmes développent des capacités parmi les enseignants pour faire progresser les pédagogies dans le but de développer des compétences qui ne sont pas officiellement évaluées dans l'école ou le système scolaire, bien que plusieurs d'entre eux utilisent également les résultats d'évaluation régulières pour soutenir le perfectionnement professionnel. Et alors finalement, enfin, il s'agit, ce document ici, Connecting the Dots to Build the Future of Teaching and Learning, est un protocole simple, un guide pour développer une stratégie qui permet à plusieurs institutions de collaborer dans une juridiction dans la création d'un continuum de perfectionnement professionnel qui permet d'augmenter les capacités des enseignants. Et il s'agit de construire un récit sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement en tant que priorité nationale, de cartographier et vérifier le système des programmes et de politiques qui soutiennent la qualité de l'enseignement, d'élaborer un cadre stratégique de qualité de l'enseignement et de normes professionnelles qui créent une cohérence dans le système qui soutient la qualité des enseignants, de responsabiliser les enseignants en tant que professionnels, de développer des parcours professionnels, de assurer une solide portefeuille de participants qualifiés à l'enseignement, de soutenir une préparation initiale très efficace des enseignants et de soutenir les trajectoires professionnelles du développement pour les enseignants qui produisent un enseignement très efficace. Je voudrais conclure en me souvenant de Terence, un écrivain de théâtre qui a vécu à Rome il y a 20 siècles. Terence est né à l'Afrique du Nord et a été amené à Rome comme esclave d'un sénateur romain. Impressionné par son talent, le sénateur a donné à Terence sa liberté. Et Terence, dédié à l'écriture de théâtre. Dans une de ses œuvres, il a dit « Je suis humain et je pense que rien d'humain ne m'est étranger. » Et ça, c'est une forme extraordinaire d'exprimer ce que signifie éduquer les citoyens du monde. Je pense que c'est l'occasion que tous les éducateurs ont en cette période difficile pour l'humanité, pour éduquer leurs élèves à comprendre qu'en tant qu'être humain, il n'y a rien d'humain que nos êtres étrangers, que sur cette petite planète, nous proserons ensemble ou souffrirons ensemble, comme en témoigne la pandémie et la longue nuit qu'elle a créée. Pour éduquer les élèves à comprendre cela, il est essentiel que leurs enseignants aient les compétences nécessaires pour cultiver les compétences des citoyenneté mondiale. Et pour ce faire, les établissements de formation des enseignants ont une occasion
unique d'autonomiser les enseignants en tant qu'architectes d'une